Bonjour et bienvenue à cette première conversation dans le cadre des ateliers d'Atlas du Festival international du film de Marrakech. Les ateliers ont débuté ce matin avec la présentation des projets en développement. Et pour ouvrir cette série de conversations et de tables rondes que nous proposons dans le cadre des ateliers, nous avons le plaisir d'accueillir la comédienne et désormais productrice Hen Sabri. Hen Sabri a démarré dans Les Silences du Palais de Moufid Atlati en 1994 et depuis, elle a tourné dans une trentaine de longs métrages, à la fois égyptiens, tunisiens, une dizaine de séries pour la télévision. Un parcours très éclectique et très riche qui l'a amené à travailler avec de nombreux cinéastes, autant en Égypte comme Marwan Hamed, Ahmed Abdallah, Inès El Deredi, Yousri Nasrallah, pour n'en citer que certains, mais aussi en Tunisie, des cinéastes comme Hen Boujema, une collaboration récente, Kaouthar Benhania, le dernier film qu'elle vient de tourner, mais également Nouri Bouzid, Rida Behi. Mais au-delà de ce partage entre deux cinémas, deux pays, la Tunisie, son pays d'origine, et l'Égypte, son pays d'adoption, ce qui frappe dans son parcours et ce qui le rend complètement unique, c'est sa décision de ne pas choisir entre cinéma commercial, film indépendant d'auteur et séries télévisées. Elle est aujourd'hui la seule star arabe à naviguer avec cette même aisance, cette même liberté, et d'ailleurs avec le même succès entre ces différents univers. Et aujourd'hui, elle ouvre un nouveau chapitre dans son parcours de cinéma, celui de la production, puisqu'elle vient de terminer Finding Ola, sa première collaboration avec Netflix, une série pour laquelle elle est non seulement interprète principale, mais aussi la showrunner et la productrice exécutive avec sa société Salam. Hen, bonjour. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, ça me fait plaisir d'être avec vous finalement, hein, enfin, aux ateliers de l'Atlas. Ça faisait longtemps qu'on en avait parlé. Je suis ravi que ça se concrétise en ligne, mais je suis ravi que tu puisses être avec nous. Moi Euh, aussi. Tu es avec nous connecté du Caire et un peu comme d'habitude, j'allais dire, tu es entre deux, trois tournages. Tu viens de terminer le tournage de Kaouthar Benhania en Tunisie. Tu es reparti au Caire pour poursuivre le tournage de Marwad Hamed. Oui, qui n'en finit pas. Tu vas en commencer un autre bientôt, une comédie égyptienne. Donc, un film indépendant tunisien, une grande production égyptienne, une comédie plus populaire. Finalement, j'ai l'impression que voilà, ce moment définit, illustre ou reflète très bien ton parcours depuis tes débuts de comédienne, depuis Tout tes, à fait. voilà, Mhm. depuis tes débuts chez Moufid Atlati en Oui, 1994. Et j'aimerais, alors on va parler de tout ça, de la manière dont tu navigues entre tous ces univers, mais je voudrais qu'on revienne au début, justement, ce rôle de Alia que tu as proposé, Moufid Atlati, dans Les Silences du Palais. À ce moment-là, tu es collégienne de 14 ans, qui ne se prédestine absolument pas au cinéma. C'est finalement le cinéma qui va te choisir plus que toi qui vas choisir le cinéma au début. Alors aujourd'hui, avec presque 25 années de carrière qui se sont écoulées depuis, qu'est-ce que tu gardes de ce premier rôle, cette première rencontre avec un plateau de cinéma, cette première expérience de jeu de comédienne? ben, écoute, j'en garde un souvenir fantastique, même si ça reste une des expériences de ma vie qui ont été les plus complexes, puisque comme tu l'as très bien dit, je n'avais que 14 ans et je rentrais dans la cour des grands, c'est-à-dire que Moufidat Latli à l'époque, c'était son premier film en tant que réalisatrice. Elle était chef monteuse, la meilleure chef monteuse du monde arabe à l'époque. Nouri Bouzid co-écrivait le film. Youssef Ben Youssef, un grand chef opérateur, était le chef op. Donc j'entrais vraiment dans la cour des grands cinéastes tunisiens en tout cas. Et c'est vrai que je n'y comprenais pas grand-chose. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est certainement ce qui a fait
la performance, en tout cas, je ne peux pas l'appeler performance à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas, c'était vraiment spontané, c'était d'une spontanéité incroyable. Et je pense que c'est ce qui a poussé justement Moufida à me choisir, c'est cette espèce de candeur, de naïveté dans les yeux, mais en même temps une détermination qui a fait le personnage de Alia, justement, qui à ce jour reste un de mes personnages préférés à l'écran. Quand je me regarde dedans, je m'aime, ce qui est très rare. Et donc, et je pense que je me suis aimée j'ai aimé Alia parce que Moufida m'a donné beaucoup d'amour. Donc, ce que je garde de ce tournage, de ce film, c'est que le cinéma, c'est avant tout une histoire d'amour et une histoire de partage. Et voilà, et Et qu'on embarque dans une belle histoire qui ne se termine jamais finalement puisqu'elle reste à l'écran. oui, et puis c'est la beauté des premières fois aussi. Tout En tout à cas, fait. c'est une première fois très particulière parce que ça reste aujourd'hui encore l'un des films marquants du cinéma contemporain arabe. Et puis tu as poursuivi quelques années après, en 2001, c'est là où tu tournes ton premier film égyptien. C'est Inès El Deredi qui te propose ce rôle dans Journal d'une adolescente. Et à partir de là, tu t'installes au Caire et pendant les premières 10 années, je veux dire, tu tournes majoritairement des films Non-stop. Ouais, égyptiens, tu tournes énormément. ouais. Et c'est une période dans laquelle tu te fais adopter et par l'industrie cinématographique égyptienne, mais aussi par le public égyptien. Donc, comment s'est Oui. passée cette rencontre et avec l'industrie égyptienne et aussi avec le public égyptien? Ah là là. Alors avec l'industrie, au début, c'était vraiment un dépaysement total par rapport au cinéma tunisien, parce que justement, comme tu le sais, et comme les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent le savent, ce sont deux cinémas très différents. Le cinéma tunisien reste un cinéma d'auteur, indépendant, pas du tout commercial, alors que le cinéma égyptien est quand même très formaté, très policé. Je me souviens que le premier jour de tournage, l'ingé son du film d'Inas m'a dit, il est venu me dire, mais je ne t'entends pas, tu murmures. Et ça résume pour moi la différence entre le cinéma tunisien et le cinéma égyptien. C'est-à-dire que dans le cinéma égyptien, il a fallu que je me réadapte, que je m'adapte justement à ce cinéma où on parle fort, où on ne chuchote pas, où il n'y a pas de non-dit, tout est dit, parfois trop dit, redit, surdit. Et je me suis aussi rendu compte très vite qu'il y avait un public qui était maître du jeu. Et il a fallu que je m'adapte aussi au goût de ce public. Pendant 10 ans, je n'ai fait que ça. Hmm. C'est-à-dire que je dis souvent que j'ai passé 10 ans dans les studios à ne rien faire d'autre que travailler. J'ai fait des films dont je suis contente, des films dont je ne suis pas forcément ravie, mais je ne regrette pas du tout parce que, tu sais, c'est comme ce livre de Malcolm Gladwell, Outliers, je pense qu'il s'appelait ce livre, Oui. où il disait pour faire quelque chose bien, il faut le faire beaucoup. Il faut faire 10 000 heures. C'est comme ça que les Beatles sont devenus les Beatles. Ils ont fait des heures de musique dans les rues, à Berlin. Ils partaient en Allemagne, ils n'étaient pas connus jusqu'à ce que voilà, leur talent a finalement explosé quand ils ont tellement fait d'heures de ce travail. Et justement, je dis souvent ça aux comédiens tunisiens que je rencontre, ou marocains, ou algériens. Souvent, je leur dis, vous savez, là-bas, c'est vrai que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. En Égypte, je veux dire, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai tellement travaillé, tellement travaillé, que j'ai pris la main et je suis beaucoup plus souple et flexible qu'avant. Mhm. Euh, et ces 10 premières années m'ont appris justement beaucoup de choses, m'ont appris à apprivoiser le public égyptien qui n'est pas forcément le public le plus facile. Il n'y avait pas beaucoup de comédiennes ou de comédiens non égyptiens à l'époque. C'était pas encore à la mode. Et il a fallu que je travaille, que je bosse énormément et que j'ai une certaine intelligence sociale aussi.
Oui, j'ai l'impression qu'en fait, ça a été un accélérateur finalement énorme. Ce que tu dis, c'est que pendant 10 ans, les opportunités que tu as eues de travailler, d'interpréter autant de rôles, de personnages, tu ne les aurais sans doute pas eues dans un cinéma indépendant d'auteurs où on sait que la période de gestation des films, de financement est beaucoup plus longue. En Égypte, Exact. tout va très vite et ça a été... c'est ce qui a participé vraiment à te former aussi en tant que comédienne. Mais dans le lien justement Exact. aussi avec le public, quels sont le ou les films où tu as senti un basculement dans la manière dont le public s'est approprié Hend Sabri? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, tu as une relation, tu es dans le cœur du public, en Égypte et dans le monde arabe. Ouais. Oui, écoute, c'est clair que ce n'est pas le film d'Inas qui a fait ça. Le film d'Inas a été quand même très controversé cette polémique m'avait d'ailleurs, je me souviens, choquée à l'époque parce que je venais justement d'un pays où le cinéma est très libre et même sous Ben Ali et même sous la dictature, le cinéma tunisien était quand même un cinéma qui osait. Et le degré de censure n'est vraiment pas le même, le niveau de censure n'est pas le même. Donc, il a fallu aussi que je me réadapte et que je comprenne le jeu. C'est-à-dire que dans le cinéma commercial, en fait, c'est un jeu, c'est une valse avec le public. Donc, pour qu'il m'aime ou pour qu'il vienne vers moi, il a fallu que je fasse des rôles qui leur ressemblent. Et je me souviens que le film qui a vraiment basculé pour moi ma relation au public égyptien, c'est un film qui s'appelle Ahla al-Awqat, Oui. Nos meilleurs moments, où j'ai joué une femme enceinte, voilée, institutrice d'école, très commune en fait, et en même temps qui a vraiment charmé le public égyptien. Et c'est vrai que ce film a été un nouveau chapitre. Après ce film, c'est ouvert un nouveau chapitre avec le public égyptien. Oui, c'était un Et personnage... arabe après. Ouais. Oui, on était dans un personnage de femme de la rue auquel le public pouvait vraiment s'identifier et s'éloigner de rôles plus osés par lequel le public t'avait au départ m'avait rencontré. catalogué, voilà, oui, et où la presse et les médias aussi ont voulu me cataloguer et m'emprisonner. Et j'ai souvent dit ça d'ailleurs dans mes interviews. J'ai toujours dit que je ne voulais pas justement de cette prison et que je ne voulais pas être la représentante voilà, du cinéma nord-africain qui acceptent les rôles que les Égyptiennes n'acceptent pas. Et donc, j'ai fait très attention au choix de mes rôles après Journal d'une adolescente, justement, pour ne pas être cataloguée, pour ne pas avoir cette image qui t'emprisonne finalement, qui t'empêche de faire d'autres choses que tu aimes faire. Oui, et d'ailleurs, en préparant la conversation, je me suis replongé dans ta filmographie, j'ai revu certains films, et puis j'ai essayé de m'interroger sur le fil conducteur qui pouvait relier différents personnages que tu avais interprétés. Alors, il y a des femmes de toute classe sociale, mais il y a un des points communs, ce sont des femmes indépendantes, des femmes libres, dans leur tête, dans leur corps, et puis aussi, pour beaucoup d'entre elles, des femmes qui sont dans une forme de résistance. On peut penser au personnage de Poupée d'argile de chez Nouri Bouzid, qui est cette villageoise qui est placée comme bonne à tout faire dans une famille à Tunis Maison bourgeoise, et qui va se rebeller contre cette condition. C'est le cas aussi de Boufeina dans l'immeuble Yaoubian, qui d'une certaine manière va rentrer en résistance pour ne pas compromettre son honneur. C'est le cas aussi dans La fleur d'Alep de Reda Behi, ce personnage de mère qui va partir en Syrie pour retrouver son enfant qui a été recruté par Daesh. Même dans un personnage magnifique, vraiment, que j'aime beaucoup, le personnage de l'animatrice de radio que tu interprètes. Leïla. Leïla, chez Yusri Nasrallah, dans l'Aquarium. Alors, elle est l'animatrice de radio, c'est une émission nocturne dans laquelle les auditeurs confient leurs peurs, leurs fantasmes. Et elle utilise aussi cette émission radio un peu comme une arme de résistance contre l'hypocrisie de la société. Donc, il y a... Tout à fait. Voilà, je trouvais ces connexions entre ces personnages et je me demandais si c'était
vraiment une volonté de ta part de choisir des personnages et d'incarner des personnages féminins qui ne vont pas être passifs, qui vont toujours être voilà, dans une certaine forme de résistance, dans cette volonté, même dans l'adversité, de prendre leur destin en main. Tout à fait, tout à fait. C'est une réelle volonté, oui. Dès le début, je l'ai crié haut et fort, je l'ai dit haut et fort. J'ai dit, je ne veux pas être la fiancée de service ou la jolie fille dont le protagoniste tombe amoureux ou l'ange. Je ne vois pas d'ange dans la rue, je ne vois pas de démon non plus dans la rue. Je vois des femmes normales qui ont chacune un destin particulier et qui chacune résiste aux joues de la société comme elle peut, même avec peu de moyens. Et les formes de résistance sont diverses et peuvent être très différentes, justement. Et c'est pour ça que j'ai été toujours attirée par ces personnages-là, même s'ils sont pas, même si ce ne sont pas les personnages principaux du film, mais j'ai toujours voulu faire un portrait d'une société arabe, justement, qui est de la femme arabe, qui n'est pas justement servile ou asservie ou complètement, comment dire, résignée à son sort. Ce genre de personnage ne me dit rien. Et ça, les réalisateurs, en tout cas ceux avec lesquels j'ai travaillé, l'ont vite compris. En tout cas, j'espère que ça leur a aussi donné envie d'écrire de nouveaux personnages féminins, peut-être qui n'auraient pas pu exister s'il n'y avait pas cette demande d'une ou deux, trois comédiennes qui ont dit, écoutez, on en a marre d'être les jolies filles de service, quoi. Et finalement, on voit qu'au début des années 2000, donc 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, où j'ai fait justement la plupart des films que tu as évoqués, c'était pour moi un âge d'or, un des âges d'or du cinéma égyptien. Oui. En tout cas, en tant que comédienne, je l'ai ressenti comme ça. Parce qu'il y a eu, voilà, il y a eu l'immeuble Yacoubian, il y a eu les films de Yousri, il y a eu Mohamed Khan, avec qui j'ai travaillé aussi, avec qui j'ai fait les filles de Downtown, les filles du centre-ville. Et il y a eu des films, il y a Ahlal Awqat, il y a eu des films qui ont été portés par des femmes, que des femmes d'ailleurs. Et on ne retrouve pas ça maintenant, par exemple. Est-ce que tu as le sentiment que sur les personnages féminins, finalement, les personnages féminins d'aujourd'hui sont moins audacieux que ce qu'ils étaient il y a une dizaine d'années ? Oui, je pense, oui. Ou en tout cas, je pense que le cinéma en général, l'industrie en général en Égypte est maintenant beaucoup moins portée sur les problèmes sociaux et beaucoup plus voilà, sur soit il y a un regain patriotique que je ne reproche pas d'ailleurs. Au contraire, j'ai fait partie d'un film, d'un Sauvé Private Ryan égyptien, oui. Et j'en suis heureuse. Mais c'est vrai que la vague en ce moment n'est pas du tout à ça, quoi. N'est pas du tout aux films sociaux. Enfin, les metteurs en scène qui étaient vraiment connus pour être des metteurs en scène qui faisaient un portrait de la société égyptienne, il y en a de moins en moins, malheureusement, où ils travaillent de moins en moins. Alors, je voulais revenir justement, on en parlait tout à l'heure, tu évoquais justement des rôles assez osés que tu as eu au début de ta carrière. Tu mentionnais le film de Inès El Deredi dans Journal d'une adolescente. Mais en réalité, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu chez toi une prise de risque dans les rôles qui a évolué au fur et à mesure des années, parce qu'on retrouve aussi, moi c'est aussi risqué d'interpréter le personnage d'Asma dans le film de Amer Salem, où tu interprètes une personnage séropositive, et c'est à ce moment-là, on est en 2009, sans doute la première fois où on voit un personnage séropositif dans un cinéma arabe, et je crois malheureusement sans doute aujourd'hui, et ça ne s'applique pas seulement au cinéma arabe d'ailleurs. C'est aussi le cas du personnage de Noura dans Noura Rêve, qui est aussi une femme adultère dans une société qui ne reconnaît absolument pas, ne lui permet pas. Donc il y a
toujours eu chez toi une prise de risque dans les rôles, mais peut-être plus qu'avec une envie de choquer, plutôt une envie d'interroger. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, c'est plutôt par l'intime que tu vas interroger le politique dans le cadre de tes personnages, plutôt que de manière très frontale. Donc je me demandais Exactement. où places-tu l'audace aujourd'hui dans ton choix de personnage? C'est magnifique que tu me dises ça, Rémi, alors que je ne me souviens pas qu'on en ait discuté. Ou, en tout cas, Non. ton analyse est très très fine et très juste. C'est exactement où je me trouve en ce moment, ou depuis quelques années, pas en ce moment. J'ai vite remarqué, enfin pas vite, j'ai lentement remarqué que notre problème dans nos sociétés arabes, c'est qu'on n'aime pas être choqué. On n'aime pas être bousculé. Nous sommes des sociétés avec des traditions ancestrales, avec une culture orale qui transmet de génération en génération énormément de choses, énormément de bonnes choses et énormément de choses qui malheureusement nous retiennent. Et j'ai remarqué que les films qui osent visuellement ou qui osent sensuellement sont tout de suite catalogués comme des films à ne pas voir, à ne pas regarder, qui ne sont pas bons pour nous, et les arguments deviennent extrêmement difficiles à réfuter, parce que ce sont des arguments justement religieux, traditionnels, et on fait la politique de l'autruche. Et j'ai remarqué que ces films-là, au lieu d'avancer le schmilblick, enfin, le font reculer en fait. C'est-à-dire Oui. que on reste dans ce cercle de ah mais elle s'est déshabillée dans ce film, elle a embrassé un tel dans ce film, ou ce film est plein de scènes osées et on en oublie. On en oublie même le contenu, on ne se souvient pas de ce que suscite le film comme interrogation, comme émotion. On ne garde que le choc visuel. Et, et en faisant Asma, par exemple, j'ai parié un peu, Amr et moi, on a parié un peu sur ça, c'est-à-dire que c'est un film qui est sous les normes égyptiennes, un film comme ils aimaient appeler ça à l'époque, heureusement que c'est fini ça, propre, Oui. c'est-à-dire où il y avait cette notion du cinéma propre. et, et avec un personnage justement d'une femme séropositive, et personne n'a dit ah mais ce film m'a choqué parce que justement on n'est choqué que par une catégorie, une certaine catégorie de scènes ou de séquences ou de plans, et finalement si on essaie de discuter autrement d'un sujet qui est beaucoup plus important que cette séquence, au risque de perdre, de lâcher cette séquence et de rester dans le vif du sujet, vraiment, dans le sujet social qu'on veut aborder, finalement, on peut faire passer des choses beaucoup plus facilement qu'en choquant le public. Je dis toujours, je préfère que l'homme de famille finisse le film et ne prenne pas sa femme et sorte de la salle scandalisée au bout de 10 minutes. Je préfère qu'il finisse le film et qu'il sorte en s'interrogeant, en se disant, tiens, ah oui, est-ce qu'elle a le droit en tant que séropositive de se faire, d'être prise en charge par l'État ou pas? Est-ce qu'elle a le droit de vivre tout simplement ou pas? Je préfère ça à quelqu'un qui sort au bout de 10 minutes du film en disant, c'est scandalisant, c'est pas un film familial, c'est pas pour moi. Bien sûr, mais c'est ça qui est passionnant aussi voilà, dans tes choix de rôle, c'est la manière dont tu fais bouger les lignes, tu apportes de la complexité à une vision de personnages féminins, en tout cas contribuer à faire bouger ces lignes dans le cadre du cinéma arabe, mais c'est aussi cette position très particulière que tu as d'être un pied dans le cinéma indépendant, un pied dans le cinéma commercial. Et justement, est-ce que tu as le sentiment d'aborder différemment un personnage féminin selon qu'il s'agisse d'un film commercial qui va être vu par des milliers, des millions de personnes ou un film indépendant dont on sait que la diffusion va être beaucoup plus confidentielle? Est-ce que ça influe à la fois voilà, la préparation, le jeu et puis même voilà, jusqu'où tu vas pousser le personnage?
Oui, 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 ça influe, oui. C'est exactement comme... quelle métaphore pourrais-je employer? Je ne sais pas, c'est exactement comme chanter sous la douche ou chanter Sur une scène. sur une scène. Tu vois, les Mhm. films indépendants, c'est sous la douche et c'est une nudité presque émotionnelle. Tu te lâches, tu te donnes et tu es avec des gens en qui tu as confiance parce que c'est quand même ça aussi, le cinéma d'auteur, c'est un pacte de confiance entre un metteur en scène, un auteur et des comédiens et le reste de l'équipe. Et il y a une sorte justement d'intimité et d'intimisme qui te pousse à te donner crûment, beaucoup plus crûment que dans le cinéma commercial qui reste, comme je te l'ai dit, formaté Oui, pas qu'en Égypte, hein, c'est la même chose à Hollywood, c'est la même chose à Bollywood. bien sûr. C'est les cinémas commerciaux en général, où qu'ils soient, c'est généralement les mêmes règles. Il y a pas une énorme différence entre Hollywood aujourd'hui et le Caire en tant que capitale du cinéma commercial arabe, Bien sûr. Je voulais, sauf pour les salaires, sauf pour les cachets. Alors, tu parlais du rapport avec les metteurs en scène. Je voudrais qu'on en parle aussi parce que euh, tu as reçu beaucoup de prix d'interprétation dans ta carrière, dès le premier film, dès Les Silences du Palais, récompensé au JCC, au Journée cinématographique de Carthage, un prix d'interprétation. Il y a eu aussi celui qui a au Festival de Rotterdam pour l'Aquarium de Yousri Nasrallah. Et puis récemment, il y a ce rôle de Noura dans Noura Rêve, qui a particulièrement marqué les esprits. Le rôle et ton interprétation. Tu as reçu coup sur coup le prix d'interprétation au Festival de Gouna, au Festival de Carthage. Alors, ces films les personnages marquants comme ça, ces rôles marquants, c'est souvent la rencontre avec un personnage, mais aussi avec un ou une metteur en scène. Tout à Euh, fait. et qu'est-ce que tu attends aujourd'hui d'un ou d'une metteur en scène dans la manière de t'accompagner dans la préparation d'un personnage, dans la direction d'acteurs? Est-ce que, par exemple, l'expérience de Noir Rêve, qui était l'expérience avec une jeune metteur en scène, parce que c'était son premier long métrage de fiction, Hen Boujema, qui avait réalisé Tout à des fait. documentaires. Comment avez-vous travaillé et voilà, quelles sont tes attentes aujourd'hui avec toute l'expérience que tu as de comédienne dans ton rapport avec les metteurs en scène? Ben écoute, en fait, j'attends ce que j'ai eu de mon Fidat Latli quand c'était mon premier rôle. J'attends exactement la même chose, pas plus, pas moins. C'est-à-dire beaucoup de confiance et beaucoup d'amour. Et je me rends de plus en plus compte que c'est ce qui compte le plus dans le rapport entre un metteur en scène et un comédien quand il s'agit de petits films, justement comme ça, de films intimistes. S'il n'y a pas cette confiance de ma part et de la sienne, euh, et cette confiance, en plus, elle est de plus en plus difficile à établir parce que mon nom aujourd'hui est un peu plus connu que quand j'ai commencé. Et c'est vrai que Hind, je lui ai dit, et je lui ai dit le jour où j'ai eu le prix Aguna, je lui ai dit merci de ne pas avoir eu peur de moi. Parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont peur des stars, entre guillemets, ou des acteurs qui sont un peu célèbres. Il y a toujours cette peur, parfois elle est justifiée, parfois non, et j'essaie justement de casser ce préjugé, parce que c'est un mythe, c'est vraiment un préjugé que les stars ne peuvent pas faire de cinéma indépendant, ou que les stars ne sont pas faites pour les petits films. C'est pas vrai du tout. Après, c'est un choix personnel et c'est mon choix à moi de naviguer entre les deux, comme tu l'as dit lors de ton introduction. Mais c'est vrai que je ne peux pas le faire si on ne me fait pas confiance. C'est-à-dire que si j'arrive sur un plateau de cinéma et que tout le monde a peur de moi, de mes réactions ou même a peur que je leur vole la vedette, parce qu'il y a des metteurs en scène qui ont peur que le comédien principal ou la comédienne principale leur vole la vedette, le film la sauce ne prendra pas, c'est pas possible. Donc s'il n'y a pas cet amour du comédien et de la personne aussi,
Ouais. si possible. Je pense que ça peut pas se faire. En tout cas, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui pour moi de survivre dans la sphère du cinéma indépendant que quand j'étais beaucoup moins connue. Et c'est moi qui ai dû aller vers les metteurs en scène que je respecte, que j'apprécie, et leur dire: n'ayez pas peur de moi, je suis là, je ne vais pas vous demander des cachets de cinéma commercial, je ne vais pas vous Mhm. demander des cachets de star, comment dire, voilà, je suis toujours moi, quoi, je suis toujours la même Oui. comédienne, c'est pas parce que je fais des films un peu plus grands ou un peu plus commerciaux qu'il faut me jeter à la poubelle. Et c'est vrai que j'ai dû résister, j'ai dû vraiment me battre pour garder cette place dans le cinéma indépendant. C'est très dommage, je trouve. Je trouve que c'est une juste, comment dire, une étroitesse d'esprit de la part de certains, justement, de vouloir segmenter comme ça et mettre une espèce de bloc, un mur entre Mhm. le cinéma commercial et le cinéma indépendant. Alors qu'en France, par exemple, on ne trouve pas Ce ça. n'est. Les acteurs, les Mhm. comédiens français vont de l'un à l'autre avec une facilité, une aisance incroyable. La même chose, Y certaines compris stars à hollywoodiennes le Hollywood. font aussi, Mhm. oui, oui, oui. Et aujourd'hui, dans le monde arabe, c'est vrai qu'on perd, d'ailleurs les deux, ils perdent, c'est-à-dire que les comédiens qui ne font pas de cinéma indépendant ils perdent beaucoup parce qu'il y a énormément de plaisir à faire des petits films, des films d'auteur. Il y a du plaisir, il y a un challenge, il y a une sortie des sentiers battus qui est, comment dire, salutaire aux comédiens, toujours, parce qu'il faut toujours un peu sortir de sa comfort zone, de sa zone de Mhm. confort. Et le cinéma indépendant y perd aussi, parce que quand on a un nom avec soi, on peut au moins garantir un public qui est un peu plus grand que les habitués ou les aficionados du cinéma indépendant. Et ça, c'est toujours bien. C'est faire de l'art public, un peu plus public. Et ça, je trouve que c'est toujours salutaire à la société. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est étonnant, hein, c'est très particulier au cinéma arabe, et ce que tu expliquais, Hollywood, dans le cinéma européen, dans le cinéma français, il y a cette perméabilité beaucoup plus grande pour les comédiens de passer entre cinéma indépendant et cinéma commercial. Moi, j'essayais, en préparant cette conversation, de chercher des exemples. Alors, je sais que tu es la seule, mais il y a des exemples peut-être nationalement de personnalités qui sont connues nationalement, qui font un cinéma plus populaire, mais de comédiens ou comédiennes, comédies dans l'ensemble du monde arabe. De Et, la région, ouais. tu es réellement la seule, et tu viens du cinéma d'auteur au départ. Donc je pense que ça aurait Oui, c'est été peut-être encore ça plus aussi qui a. compliqué Oui, pour un ou une comédienne qui aurait vraiment démarré avec le cinéma commercial et qui n'aurait pas eu ce premier oui, ancrage que tu as eu. tout Euh, à fait. Oui, oui. mais je m'interrogeais justement sur aussi la question des publics. Est-ce que tu as le sentiment que le public te suit d'un projet à l'autre? C'est-à-dire, est-ce que le public, par exemple, qui t'a découvert et aimé dans la série dont on va parler tout à l'heure, Aizad Gawez, Je veux me marier, la série qui a lancé le personnage de Ola, que tu as repris dans cette nouvelle série que tu produis pour Netflix. C'est une série qui a été extrêmement populaire quand elle a été diffusée. Est-ce que ce public-là, par exemple, tu as senti qu'il t'avait suivi dans Noura, de Noura Rêve, le film de Hen Boujima? Écoute, pas tous, mais certains, oui. Et moi, je me dis, si seulement une personne qui n'a jamais vu de film d'auteur, de film différents des films commerciaux qu'ils ont l'habitude de regarder, s'il y en a une qui m'a suivi, ça valait le coup, ça vaut le coup. Parce que finalement, tout ce que je veux, c'est d'avoir cette espèce d'aisance en tant que comédienne, mais c'est aussi d'apporter un plus à mon public, de leur montrer autre chose, parce que je trouve que ce qui nous manque, nous, dans cette région, justement, c'est la tolérance, et la tolérance, elle vient quand on diversifie.
Quand on diversifie les goûts, quand on diversifie ce qu'on regarde, ce à quoi on est exposé, et finalement, si un seul fan ou une seule fan, je sais qu'il y en a plus qu'un ou une, heureusement, mais Noura Rêve aujourd'hui est le film arabe le plus regardé sur Netflix. Je ne veux pas dire que c'est parce que c'est moi, mais ce serait trop d'honneur et de flatterie à moi-même. Mais je pense que tu vois, c'est un jeu. En fait, je dis toujours aux journalistes ici, moi, je joue, c'est un jeu. Et en fait, ce jeu, pour moi, il passe par les deux. Il passe par les deux cinémas. Et si je ne passe pas de l'un à l'autre, je suis malheureuse. Il faut toujours que j'ai une année pour eux et une année pour moi, comme je dis. One for them and one for me. Et les années où je fais des films, des petits films, des fois je me fais même pas payer, des fois je me fais payer juste comme ça pour dire voilà, j'ai été payée. Des fois je fais des courts-métrages aussi. Pas que des longs, avec des jeunes réalisateurs. Et pour moi, ça fait partie du jeu. Le jour où j'arrêterai de jouer comme ça, où je serai vraiment formatée, ce sera à la prison pour moi. Et ça, je n'en veux pas. Et c'est la même chose pour le public. Le public, il ne faut pas aussi qu'on leur impose un genre, un seul genre de film. D'ailleurs, je suis aussi contre qu'on n'ait que du cinéma, qu'un cinéma indépendant. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'expérience marocaine, parce que justement, le Maroc est le seul pays aujourd'hui de l'Afrique du Nord qui a vraiment cultivé une industrie ou un projet d'industrie de cinéma commercial, même si le niveau des films n'est pas toujours égal, c'est pas grave. Et parfois, la qualité, bien sûr, elle est toujours importante, mais parfois la quantité est importante en se laissant décanter un peu, elle va sortir une qualité, qu'on le veuille ou non, même si c'est une qualité commerciale. Et pour moi, voilà, pour moi, le public tunisien, par exemple, ils me disent souvent dans la rue quand on me voit, oui, mais nous, on aime la télé parce qu'on veut vous voir dans des feuilletons, parce que les films tunisiens, ils ne nous ressemblent pas. C'était il y a quelques années. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a un renouveau et une nouvelle génération de cinéastes tunisiens qui font des choses qui ressemblent de plus en plus à la société. Mais à un certain moment, il y avait un décalage énorme entre la société et les films d'auteurs qui se faisaient en Tunisie, même s'ils étaient acclamés par les critiques et par les festivals internationaux. Il y avait toujours ce décalage avec le public local. Et ça, j'ai toujours trouvé ça dommage. C'est intéressant Voilà. ce discours dans ton lien avec la réflexion que tu as dans ton lien avec le public, la manière dont tu choisis les rôles et comment ces deux choses se rejoignent. Alors pour revenir sur la question un peu du casting, parce que voilà, on le disait, tu es la seule star arabe à faire du cinéma indépendant, mais il y a aussi une autre chose qui caractérise, je trouve, le cinéma d'auteur dans le monde arabe. C'est un cinéma qui fait peut-être appel un peu plus que d'autres cinématographies à des acteurs non professionnels. J'ai le sentiment que beaucoup, dès qu'il faut se rapprocher, d'être au plus près du réel, il y a parfois une tendance des cinéastes à peut-être se méfier des comédiens ou en tout cas à faire appel à des acteurs non professionnels. Et je pensais en préparant la conversation, par exemple, aux derniers films arabes qui ont été présentés en compétition officielle au Festival de Cannes. Il y a Yomeddin de Aboubakar Chaouki. Il y a le film de Nadine Lavaké, Capharnaüm, qui est elle-même comédienne, mais en tant que réalisatrice, elle aime beaucoup travailler avec des acteurs non professionnels. Il y a le film de Nabil Ayouch, Haut et Fort, qui a été présenté cette année. Et d'ailleurs, on va l'accueillir demain pour une conversation où il va parler justement comment il a travaillé des acteurs non professionnels. Et Nabil, tu as travaillé avec lui sur Whatever Lola Wants. Oui, à peine. Vraiment à peine. Mais il travaille... Mais c'est un ami, c'est un grand ami. Oui, et il travaille avec des acteurs professionnels, mais aussi beaucoup avec des acteurs non professionnels. Donc, je me faisais cette réflexion-là. Et c'était aussi pour amener... Il y a Feathers aussi. Et Feathers, le film, oui. Le film de Omar Zoheri avec des acteurs non professionnels, oui. Exactement. Et la comédienne a reçu le prix d'interprétation à Carthage, justement, il y a une semaine, exactement. 10 jours.
peut-être que ça la va être une non-comédienne. vocation. Mais écoute, je comprends aussi pourquoi, parce qu'il y a une déformation professionnelle qui vient, qui touche tous les acteurs professionnels, surtout qui viennent du cinéma commercial. Et c'est vrai que c'est pas évident de s'adapter facilement à une autre école, qui est l'école du cinéma indépendant, qui est beaucoup moins expressive, dans le sens beaucoup moins dans le geste et beaucoup plus dans l'émotion. Et cette déformation touche énormément de comédiens, je comprends. Mais il y a des exceptions. Bien Il y a sûr. des exceptions. Et puis il y a des gens, il y a des comédiens qui comprennent ça beaucoup plus vite que d'autres. Mais les metteurs en scène ont cette méfiance, oui, des acteurs professionnels. Les metteurs en scène, les auteurs, entre guillemets, ont cette méfiance. Oui, je la vois, je la comprends parfois, mais je trouve que c'est aussi parfois dommage parce qu'on passe à côté d'une opportunité de justement montrer quelqu'un ou un visage ou un acteur qui a été galvaudé, qui a beaucoup joué, qui a beaucoup travaillé. On peut montrer cet acteur sous un visage tellement nouveau, tellement frais. Il suffit d'un peu d'amour et de confiance. Et ça nous manque. Ça nous manque un peu dans la région. Mais justement, alors tu sors d'une expérience très particulière, parce qu'on parle d'acteurs non professionnels, le tournage de Kawthar Ben Hania, que tu viens de terminer. Alors le tournage est fini, mais le film n'est pas du tout terminé. Donc sans dévoiler trop, l'expérience elle est quand même très particulière, parce que c'est un documentaire sur la préparation d'une fausse fiction, et toi tu es une comédienne qui va rencontrer le personnage réel qu'elle va incarner dans cette fiction à venir. Donc, je voulais savoir ce que ça t'avait apporté en tant que comédienne d'être confrontée justement à une actrice non professionnelle qui incarne son propre rôle. C'était une première expérience, je pense, pour toi, d'être dans un dispositif aussi particulier que celui-ci, dans une forme documentaire, et d'être aussi en prise avec le réel d'une certaine manière. Tout à fait. Je disais à Kawthar tous les jours pendant le tournage, c'est quoi ce truc? C'est vraiment une mise en abîme, en abîme, en abîme. J'y suis allée justement avec la même désinvolture de mes débuts, parce que j'aime cette désinvolture, pas au sens négatif du terme, mais quand on n'est pas du tout dans le calcul ou de qu'est-ce que ça va m'apporter ou on sait à quoi s'en tenir. On est en train de faire un film qui est super expérimental avec une réalisatrice qui est très talentueuse. Je n'ai pas de peur à avoir, pas d'inquiétude. J'y vais avec justement amour et confiance, et je demande la même chose, et je donne tout. Et j'ai dit à Kawthar le premier jour de tournage, écoute, je ne comprends rien, mais je donne tout. Et finalement, ça s'est bien passé exactement parce que je n'ai rien compris. Enfin, en tout cas, tu t'es laissé embarquer. J'exagère un peu, mais il faut se laisser embarquer parfois. Il faut vraiment sortir de ce... parce que quand on est justement arrivé à un stade où il y a un nom à préserver, une image, même ce nom devient une prison, même cette image devient une prison. Et moi, j'ai toujours eu peur de ça. J'ai toujours vu ces comédiens ou comédiennes qui ont commencé à croire en leur propre image, à y croire tellement qu'elle est devenue une espèce de tampon comme ça. Et il faut pas l'abîmer, il faut surtout pas jouer avec. Et ça, j'ai toujours trouvé ça... en tout cas, c'est pas moi. Et oui, dis-moi. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que cette prise de risque dont je parlais dans la manière de choisir les rôles, et c'est aussi peut-être dans cette remise en question, cette envie d'ouvrir les portes avant qu'on les ouvre pour toi, c'est peut-être ça qui t'amène aussi aujourd'hui à la production. C'est encore une nouvelle casquette, un nouveau chapitre que tu ouvres avec cette série Findingola, que tu as tourné cette année pour Netflix. C'est ta première collaboration avec la plateforme. La série sera diffusée en 2022.
Et c'est une série pour laquelle tu reprends donc le personnage de Ola Abdelsebour, que le public avait découvert dans Aïssa Gawej, Je veux me marier, donc cette série qui avait été diffusée pendant le Ramadan en 2010 et qui avait été extrêmement populaire, qui est aujourd'hui encore un classique. Donc tu as été, je crois, la première star féminine arabe à être approchée par la plateforme. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la rencontre avec Netflix et puis surtout pourquoi tu as choisi de reprendre le personnage de Ola Abdelsebour? Alors avec Netflix, ça s'est passé comme avec n'importe quelle autre maison de production. Bon, même si eux, c'est un peu des géants, mais ils ont tout un département justement MENA, donc Middle East, North Africa, et ils voulaient du content original qui sortait de la région. Et ils m'ont contacté justement, oui, j'ai été la première actrice femme à qui ils ont proposé une collaboration. Et j'ai été très franche depuis le début. Je leur ai dit, écoutez, si vous me voulez, il faudra m'avoir comme productrice exécutive aussi, parce que je pense ou je sens que je suis à une période de ma carrière où j'ai envie d'un peu plus de contrôle sur le content ou sur ce que je fais. Et ils ont tout de suite dit oui. Je pense que c'est aussi dans leur démarche féministe. Ils ont toute une plateforme qui encourage les auteurs femmes, les metteurs en scène femmes, Because She Created. Ils ont tout ce système autour du féminisme dans cette industrie. Et ça a tout de suite collé et ils m'ont fait confiance vraiment. Moi-même, je m'étonne de cette confiance parce que je savais pas que je l'avais non plus. Tu vois, moi, je jouais un peu aussi. Le jeu reste un thème récurrent dans ma carrière. Et quand tu te rends compte que tu joues, mais avec les billes de Netflix, c'est quand même autre chose. C'est une responsabilité qui est quand même un peu plus forte, mais je l'ai pas senti avec eux, tu vois. J'ai pas senti la grosse machine américaine, je l'ai pas senti. Peut-être parce que justement ils sont très régionalisés en même temps que globaux. C'est une plateforme globale, mais qui en même temps t'offre un contact direct avec des gens de la région que tu connais, des gens avec qui tu as peut-être travaillé avant, qui ont été recrutés ensuite par Netflix pour développer le content de la région. Donc ça reste familial, ou ça reste à échelle familiale. En tout cas, ça l'a été au début. Maintenant, plus l'échéance approche et plus je me rends compte justement de la responsabilité, parce que c'est la première série arabe dont la protagoniste est une femme qui a un Netflix original, donc c'est quand même c'est un gros poids. Maintenant, comme tu disais, pourquoi Ola Abdelsebour? Parce que justement, Isaac Gawes, qui est une comédie, une série ramadanesque, comédie, qui a tout du commerce justement, elle a eu un impact qui n'est pas du tout un impact de série de Ramadan commerciale qu'on regarde comme un Kleenex et qu'on lâche au bout de 30 jours. Isaac Gawes, ça a été un phénomène de société. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de le faire. C'était un livre d'abord, puis un blog d'abord, puis un livre écrit par Rada Abdelal. Et j'ai lu ce livre un été pendant l'été 2008, je pense, et j'ai tout de suite appelé un ami producteur en lui disant, écoute, je veux faire cette série. Et on a appelé tout de suite la maison d'édition qui publiait le livre, et ça s'est fait. Et j'étais sûre que cette série allait être, même si au début on a été critiqué, on a été attaqué parce que justement le personnage principal qui était Ola parlait à la caméra, elle cassait le quatrième mur, c'était très nouveau. J'étais très exagérée dans mes mouvements, dans mes gestes. C'était de la caricature en fait, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais une caricature de cette tranche d'âge de femmes entre 20 et 30 ans qui avaient une obsession, c'était de se marier. Et en rigolant de ça, justement,
ça a fait un tel phénomène social, surtout dans les pays du Golfe, justement. Je me souviens qu'en Arabie Saoudite, il y a eu des émissions télé sur la série en discutant est-ce que c'est bien ou c'est mal, est-ce que c'est bien de rire de ça. On parle on fait l'éloge du célibat, on dit que les femmes ne devraient pas se marier, elles se moquent des femmes qui sont obsédées par le mariage. Et finalement, c'est le personnage qui est resté dans le cœur de tous les Arabes. C'est-à-dire Oui. que j'ai beau avoir fait 9 séries après Isaac Gowers et 15 films, ce qui reste dans l'imaginaire du public arabe, c'est Ola de Saboul. Et on a fait passer tellement de choses avec cette première saison, enfin avec Isaac Mhm. Gowers il y a 10 ans, que j'ai voulu justement maintenant avec l'expérience, avec l'âge, avec mon expérience de femme aussi, j'ai voulu retenter le coup avec ce personnage et voir maintenant justement tâter ce public et tâter cette société 10 ans plus tard. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce qu'on en est toujours au même point? Et toujours dans le rire, parce que je trouve que le rire reste le moyen le plus court pour aborder un sujet. Ça, Charlie Chaplin l'avait bien compris à l'époque. Oui. Il n'y a, y a pas plus court que de faire rire quelqu'un pour faire arriver un Oui. message. Et avec la même, est-ce que donc Finding Ola, donc cette série de Oui, 6 épisodes qui sera sur oui. Netflix l'année prochaine, est-ce que c'est avec cette même modernité, parce que tu le disais, la série précédente, c'est une série qui a bousculé l'institution du mariage, Oui, qui a bousculé cette idée selon laquelle une femme n'a pas de statut social si elle n'est pas oui, mariée. tout à Il y fait. avait une dimension très féministe finalement dans la série. Est-ce que tu gardes cette dimension-là dans Finding Ola aussi, et aussi la modernité même de la forme, parce que tu mentionnais sur la forme ces apartés, ce qui faisait la singularité de la série initiale, c'était ces apartés que Ola Les faisait apartés avec la régulièrement avec le caméra, public. ouais, Voilà. avec le public. Ouais. C'était assez Mais on a précurseur. gardé ça, oui. Ça vous... Oui, c'était avant Fleabag, le Fleabag Oui. original. Bien avant Fleabag, oui. Parce qu'il y a des gens qui me disent ah mais c'est vrai, mais Fleabag ils ont fait ça après vous. J'imagine qu'il y a eu des apartés avant Isaac House aussi, peut-être pas à la télé mais au cinéma certainement. Mm. En tout cas, oui, on garde ça. On garde parce que c'est quand même comment dire, brand name ou le brand stamp Oui. de Ola Sabour, c'est le fait qu'elle prenne le public en aparté justement et qu'elle justement dise les non-dits de la société, qu'elle les dise sous cette forme-là. On a trouvé que cette forme allait très bien avec justement je ne veux pas dire hypocrisie sociale, mais ces doubles standards sociaux. Donc, il y a des Mhm. choses qu'elle dit aux autres et des choses qu'elle dit à la caméra, au public, en aparté. Donc, on a gardé ça. Et la dimension féministe est encore plus présente, je pense, dans Finding Ola. Je pense Et, qu'elle le sera beaucoup plus que dans le premier opus, oui, parce on a grandi. Rada qui a écrit avec moi, qui a coécrit ce nouveau chapitre, a elle aussi changé. Moi, j'ai changé. Nous sommes dans une ère qui est beaucoup plus, qui nous permet au moins de nous exprimer en tant mhm. que femmes, en tant que féministes. Et donc, je pense qu'il y a, oui, une dimension féministe encore plus importante qu'il y a 10 ans, oui. Et est-ce que la diffusion que va avoir cette série, parce que voilà, elle va être sur Netflix, donc ça ouvre aussi en termes de spectateurs une dimension très internationale, là où la première série avait une dimension beaucoup plus axée sur le monde arabe. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu en tête dans l'écriture, ou c'est une question que vous ne vous êtes pas posée dans l'écriture avec Rada, avec laquelle tu as coécrit ce nouveau Non, chapitre? on n'y a pas pensé parce que j'ai toujours d'ailleurs ressenti que enfin, nos problèmes en tant que femmes ou nos batailles ou oui, nos petites batailles en tant que femmes sont universelles en fait. Et on n'y a pas vraiment pensé, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des spécificités locales, mais
on a voulu garder ces spécificités locales sans justement aller vers le trop générique ou l'universel. Mais après l'écriture et après le développement, on s'est rendu compte que, et même quand Netflix ont commencé à regarder, le feedback était... il n'y avait pas que des Arabes qui ont regardé et le feedback a été c'est incroyable, on dirait ma famille, on dirait ma mère à Bogota ou ma mère Mhm. à Rome ou on dirait ma sœur enfin, ça peut être partout quoi. Et je me souviens que Isaac Gauss aussi qui était très très local mais qui a été tellement un succès tellement énorme que le New York Times a fait tout un article sur Isaac Gauss en disant voilà une femme auteure, il parlait de Rad à l'article plus Mhm. que de moi, il disait que voilà une femme auteure qui challenge un peu cette société patriarcale où la femme n'est bonne qu'à se marier et finalement c'est une satire sociale. Et donc on retrouve ce ton satirique que j'aime tant et que Rada aussi aime beaucoup, mais avec plus de, disons, de maturité et puis avec un ton plus moderne, plus 2020, quoi, parce que en 10 ans, il s'en est passé des choses dans ce monde. Et alors, cette série, tu l'as produite avec ta société Salam. Euh, Quelles sont tes envies de production maintenant pour l'avenir? Est-ce que tu as déjà des idées claires de là où tu voudrais continuer? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai une idée claire de mon nouveau projet en tant que productrice, mais ça va être un documentaire, une série documentaire. Euh, je ne peux pas en dire beaucoup D'accord. plus maintenant, mais Et, disons que je suis fascinée, moi, par tout ce qui touche à comprendre une société. J'ai toujours été bonne en sociologie à la fac, d'ailleurs. J'aime tout ce qui est, voilà, comment reconnaître une culture, qu'est-ce qu'une culture, qu'est-ce qu'une identité. Et j'ai très envie de faire une série de mini-docs et on est en train d'accord. d'en discuter, justement. Ouais. Est-ce que tu auras envie aussi d'accompagner des films d'auteurs, Oui, de cinéastes de l'ensemble du monde arabe oui, ou... tout à fait. D'accord. Oui, 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 oui. Ah oui, j'en ai très envie et j'espère qu'un jour j'aurai justement comment dire, le credit ou la crédibilité en tant que productrice pour attirer des talents arabes, des metteurs en scène arabes, qu'ils soient nord-africains ou orientaux. Mais oui, cette boîte de production, elle n'est pas faite pour que je m'autoproduise du tout, bien au contraire. Moi, j'ai surtout envie de mettre en avant des talents et de combler un peu justement ce creuset ou ce creux entre euh, les deux cinémas auteurs à mort ou commercial à mort. Je crois en une certaine en une école qui est un peu plus, comment dire, souple. Mhm. Et on a vu d'ailleurs, on en voit de plus en plus des films qui ont les prix les plus prestigieux dans le monde, mais qu'on a plaisir à regarder chez soi sur Netflix ou bien à aller regarder en salle. Je cite Parasite. Mhm. Il y a ce cinéma qui n'est pas vraiment dans le figé esthétique, mais qui n'est pas non plus dans l'hystérie commerciale. Et on reste dans une satire sociale. Et moi, c'est ce cinéma qui m'intéresse le plus. Et je trouve que dans le monde arabe, à part Elia Suleiman, il n'y en a pas beaucoup qui font. Et Nadine l'a un peu fait Mhm. aussi, oui, Nadine Labaki aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Yomedine aussi. J'aime beaucoup l'univers de Abou Bakr. Et c'est un film qui a très bien marché en salle d'ailleurs. Oui. C'est pas impossible. Moi, je veux réconcilier notre public arabe avec le goût, voilà, avec le goût, avec la diversité. Et ça passe aussi par un content qui est attirant, pas répulsif.
Oui. et, euh, et pas incompréhensible, voilà, qui ne demande pas une thèse de doctorat pour pouvoir y accéder. Et voilà, je suis un peu comme ça, mais c'est un peu ce que je suis moi en tant que reine, en tant que personne. Je suis attirée aussi par ce cinéma italien des années 50, par Scola, j'aime ce cinéma qui est certains films de Fellini aussi, comme La Dolce Vita. J'aime ce cinéma qui sourit à son public, même Oui. s'il est amer en profondeur, mais qui sait emballer un peu, qui emballe un peu ça dans du papier bonbon. Bon, en tout cas, c'est un beau message pour tous les cinéastes et producteurs qui nous suivent et qu'on accompagne avec les ateliers de l'Atlas. Alors justement, je vais essayer de voir, ceux qui nous suivent peuvent nous poser des questions, donc je vais essayer d'en reprendre certaines. Une première question. Bonjour Hen, merci pour cette conversation. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous êtes pas aventuré dans des films marocains ou algériens? Alors écoutez, c'est la faute du temps, vraiment. C'est le temps. C'est pas l'envie qui manque, loin de là. J'ai failli à plusieurs reprises. Je vais pas compter le Whatever Lola Wants parce que c'était vraiment une Oui. apparition comme ça, un petit clin d'œil. Mais j'ai failli tourner avec Nabil, j'ai failli tourner avec Hicham Ayouch et j'ai failli tourner en Algérie l'année du Covid, en Oui. 2020. C'était signé, tout était prêt et ils ont fermé la frontière la veille du tournage. D'ailleurs, il y a eu une seule journée de tournage. Et je pense qu'ils ont repris maintenant le film. C'était un film Damien Honory. de Damien Honory, exactement. Mhm. Adorable, avec qui j'ai vraiment, vraiment envie de travailler. Et malheureusement, à chaque fois, c'est soit le Covid, soit le temps, soit c'est pas l'envie qui manque. Et je crois que ça va se faire très bientôt, très bientôt. Alors, une autre question que je reprends. Est-ce que vous faites ce métier pour les mêmes raisons qu'à vos débuts? Bah, au début, j'avais pas vraiment de raison. Ça s'est imposé à moi comme ça. Voilà, c'était comme un destin qui vous tombe sur la tête. Et je n'y ai pas vraiment réfléchi. J'ai pas réfléchi à mes raisons au début, mais maintenant, je sais que j'ai mes raisons. Euh, Certaines sont très égoïstes et certaines sont plutôt culturelles. J'aime ce métier pour ce qu'il m'apporte. Il m'apporte énormément de liberté de faire, d'être, de passer d'un personnage à l'autre, d'un univers à l'autre. Et la liberté est une de mes valeurs fondamentales dans la vie. J'aurais pas pu avoir un autre métier, un métier de 9 à 5, ça n'aurait pas été possible avec ma personnalité. Et l'autre raison maintenant qui s'impose de plus en plus, euh, mais vraiment organiquement comme ça, c'est de contribuer à faire avancer le schmilblick Oui. dans cette région du monde. Continuez à ouvrir la discussion. Voilà. Une autre question. Est-ce que produire des films est une façon de créer de nouveaux rôles féminins dans le cinéma arabe? Oui, et pas que des rôles d'ailleurs, une présence féminine plus appuyée. D'ailleurs, dans notre projet Netflix, la plupart des chefs de département sont des femmes. La décoratrice est femme. L'autre productrice exécutive est une femme. Euh, donc, on essaie de plus en plus de normaliser, ou en tout cas, j'aimerais contribuer à normaliser la présence féminine sur les plateaux de cinéma et de télévision, oui, et surtout à l'écriture. Oui. Parce qu'il n'y a pas de films de femmes, mais il y a des histoires de femmes. Et les histoires de femmes, c'est vrai qu'elles peuvent être écrites par un homme, et j'en ai vu qui ont été écrites magnifiquement par des hommes, mais c'est vrai qu'on a besoin d'une certaine
comment dire, d'une présence féminine dans l'écriture aujourd'hui dans le monde arabe, surtout dans le cinéma commercial, surtout dans la... Et même dans les films d'auteur. Je pense que la plupart des films aujourd'hui dans le monde arabe sont écrits par des hommes et qui tournent autour d'hommes, malheureusement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi ces dernières années à Hollywood, où il y a plusieurs stars féminines qui ont lancé des sociétés de production aussi pour initier des projets qui allaient apporter un autre regard sur des personnages féminins. Reese Witherspoon Oui. l'a fait, ça a donné Little Big Lies. Et d'ailleurs, c'est une... Jennifer Aniston, Exactement. plein. Viola Davis, ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est fréquent à Hollywood, hein, d'avoir des stars qui ont leur propre société de production. Mais je crois, là encore, tu te singularises dans le monde arabe, parce que je crois que tu es la seule aujourd'hui star à avoir sa propre société de production et à avoir cette envie d'initier des projets. C'est quelque chose qui était, je crois, présent dans l'industrie du cinéma égyptien, dans l'histoire du cinéma égyptien dans ces années, cet âge d'or des années 50. 50, 60, oui. Et Oui. qui a disparu Oui, étrangement aujourd'hui. Ouais. Oui, Assia, qui était une grande productrice égyptienne, avait produit, Youssef Chahine avait produit, elle a d'ailleurs fait faillite à cause du film de Saladin, le film, Nasser Salah ad-Din, qui lui a coûté énormément cher, et donc et elle a fait faillite, mais c'était une femme, en tout cas, moi je lis j'ai un peu d'informations, très peu malheureusement, qui circulent sur elle, mais c'était une femme incroyable qui dénichait des projets, qui allait chercher les metteurs en scène, qui les mettait avec les comédiens qu'elle voulait. Elle faisait une sauce comme ça magnifique. Et ça, c'est vrai que maintenant, on a de moins en moins l'envie de prendre des risques dans la région, et plus justement on est confirmé, star, affirmé, confirmé, moins on a envie de prendre de risques. Bon, je le comprends. Après voilà, il y a ce qu'on appelle la production exécutive pour des plateformes ou pour des studios. C'est ce que d'ailleurs font tous les acteurs hollywoodiens, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas avec leur propre argent. Et ça, c'est quand même... c'est un soulagement, parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent. Et ça se perd très facilement, malheureusement, dans la région, parce que le risque est incroyable, surtout si on veut sortir des sentiers battus. Commercialement, le risque est incroyable. Et donc maintenant, voilà, il y a il y a cet horizon justement d'avoir une grosse plateforme qui vous suit, qui vous dit voilà. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que justement, cette plateforme-là, elles vont aller vers les talents. Et donc, ça filtre un peu l'écosystème, c'est-à-dire que la plateforme ne va pas aller vers la bimbo qui a 25 millions de followers, elle va aller vers le vrai talent qui va lui donner un content qui tient la route. Et donc, il y a une certaine crédibilité qu'on acquiert justement avec la signature d'un studio international ou d'une plateforme internationale. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus qui vont commencer à faire la même chose, à faire leur propre boîte de production, à vouloir prendre plus de risques artistiques, au moins, j'espère. En tout cas, chez toi, cette envie de production, c'est aussi une envie de poser ton regard de productrice, nourrie de cette expérience de comédienne, à la fois d'accompagner l'écriture, le casting, le positionnement du film. C'est cette vision-là de la production que tu as. C'est Hensabri productrice. Tout à fait. C'est ça. C'est dans cette dimension-là. C'est vraiment... oui, c'est vraiment... monter un projet en amont, en aval, en tout, l'accompagner depuis la création, depuis la genèse jusqu'à la livraison du bébé, comme on dit. C'est une aventure incroyable. En tout cas, moi, je m'ennuyais un peu en tant que comédienne, seulement, justement, parce que c'est un métier qui me ressemble et qui ne me ressemble pas en même temps. J'ai pas la personnalité de la comédienne type. Je suis beaucoup plus dans le contrôle et beaucoup plus dans le... enfin, j'aime cette idée de brainstorming, de développer un projet, pas d'arriver en tant que comédienne et de faire un personnage et de ne pas avoir cette vision globale. J'aime cette vision globale.
avec la musique. J'ai adoré, par exemple, sur ce projet Netflix, j'ai adoré être dans les studios de musique, à l'enregistrement, à la composition, les instruments. Il y a tellement de détails qui apportent justement à cette grande émotion qu'est un projet artistique. D'ailleurs, j'ai tellement appris parce que je connaissais pas tout ça. Moi, mon rôle était terminé. C'était juste la période de production, tout ce qui est pré et post, je connaissais pas. Et ça m'a permis de tellement apprendre en un an. J'ai appris énormément de choses et des choses auxquelles je n'accordais pas la moindre importance, qui maintenant me paraissent très très importantes en post-production. Le mixage, par exemple, que je comprenais pas. Ah, mais pourquoi il faut que ça prenne du temps? Qu'est-ce qu'il mixe? C'est quoi ça? Maintenant, je comprends. Je comprends ce que c'est que de passer des soirées entières à écouter un son de téléphone en se disant est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là, ou un bruit de pas en disant non, c'est pas ça, c'est pas le personnage, elle marcherait pas comme ça, c'est pas le rythme. Et c'est tout ce sens du détail. J'aime beaucoup, c'est de la broderie, je trouve, et que tout se rejoint. C'est c'est magique pour moi. Et la production m'offre ça plus que la comédienne seulement, même si j'ai pas envie d'abandonner mon métier de comédienne, hein, Oui. du tout. Loin de là. Mais quand on t'entend, on se dit presque que la prochaine étape, c'est la réalisation. Quand on t'entend parler avec passion comme ça de toutes ces étapes de post-production, est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Est-ce que tu as aussi des envies de ce côté-là? De plus en plus, oui, de plus en plus. Même si c'est pas encore très clair, euh, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Mais je me suis découverte moi-même avec ce projet. C'est-à-dire que d'abord, j'ai plongé sans vraiment réfléchir, et heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais calculé un peu plus la responsabilité, j'aurais jamais plongé. Et d'ailleurs, c'est le problème de plusieurs comédiens et comédiennes, Mhm. surtout comédiennes, parce qu'on nous met dans la tête dès le début qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez je veux pas dire le mot intelligente, mais voilà, vous êtes des comédiennes, quoi. Vous êtes des Mhm. comédiens, mais eux, c'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus, faut les flatter, puis c'est tout. Il y a tous ces clichés, je croyais que c'était vraiment des clichés jusqu'à être passée du côté productrice, où j'ai vraiment vu ce qu'on pensait des comédiens Ouais. et comédiennes dans la région. Et c'est dommage. Je sais pas si c'est que dans la région, je pense pas d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de séries et de films américains qui se font un peu aussi sur ça, sur ces clichés sur les comédiens. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu confiance en moi avant ce projet. J'ai pas eu confiance en moi dans le sens où je pensais être incapable de réaliser ou de produire. Et finalement, tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça. Il suffit d'aimer ce qu'on fait, d'y croire. Et le côté technique, c'est vraiment facile. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ce qu'il faut avoir, c'est, c'est ce qu'on a à l'intérieur. C'est vouloir dire quelque chose, c'est vouloir exprimer quelque chose. Après, tout ce qui est technique, c'est très facile à apprivoiser, comme on dit. Et donc, on se limite nous-mêmes, les comédiennes, les comédiens. On se dit non. Et finalement, quand on voit Clint Eastwood, quand on voit Georges Clooney, quand on voit tous les comédiens qui sont passés de l'autre côté, ça va, quoi. C'est pas si mal que ça, finalement. Mais c'est vrai que cette confiance, personne ne va nous la donner. Il faut qu'on se la donne à nous-mêmes. Mhm. Non, au contraire, je crois que justement les comédiens peuvent apporter, soit dans la réalisation ou la production, justement un regard nourri voilà, de cette expérience du plateau, du jeu, cette relation avec De le la public, direction de comédien, ouais. exactement, La qui est, direction d'acteur, exactement la relation avec le public, le côté un peu entre deux chaises comme ça, qui donne une certaine humilité et en même temps qui donne une flexibilité à travailler avec des comédiens ou des non-comédiens d'ailleurs, qui donne une intelligence sociale aussi. À pouvoir gérer un projet. Donc, en tout cas, pour moi, je pense que ça va venir.
Mais je pense que c'est encore un plus grand risque que de produire, parce que là, c'est plus intime et plus personnel. Quoique pour moi, Finding Ola est le projet le plus personnel de ma vie, parce que j'y ai tout mis, tout donné à toutes les étapes. Mais après, quand tu réalises, tu es quand même beaucoup plus, comment dire, On voilà, s'expose plus devant encore. les armes, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu t'exposes à tes collègues, à des gens qui n'ont peut-être pas envie que tu sois là, à des critiques qui n'ont pas envie que tu sois là non plus. Et je me dis, je le ferai un jour, mais quand j'aurai une plus grande confiance, ou quand j'aurai une histoire qui me triture et qui me dit, voilà, je veux être dite, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et plutôt le pressentiment que ça arrivera un jour. En tout cas, quand on te connaît, ce passage à la production paraît tout à fait naturel parce que voilà, ces envies, cette vision du cinéma sociétal aussi, là où tu as envie d'être en tant que comédienne, en tant que productrice, est extrêmement claire, articulée. Et puis surtout, je pense, va amener, en tout cas d'un point de vue de la production, justement, ce dont on parle depuis le début, ce chaînon un peu manquant entre cinéma commercial, cinéma Ouais, d'auteur. Et je crois que ce serait ouais. très salutaire pour le cinéma Je du pense monde arabe. aussi. Ouais, je pense aussi, vraiment. On a tellement d'histoires dans notre région à raconter et qui sont, en plus, c'est une région qui est quand même, on parle de 300 millions de personnes qui sont, qui n'ont rien d'autre en commun que la culture, en fait, qu'une certaine culture qui est souvent tellement similaire que c'en est même effrayant, Mhm. de l'océan Atlantique à la mer d'Arabie. Et en même temps, nous sommes tellement différents et tellement pas différents du tout. Et il y a tellement d'histoires qui peuvent justement bouger de l'Afrique du Nord vers l'Orient, de l'Orient vers l'Afrique du Nord. Euh, Tellement de chances, d'opportunités, de coproduction arabo-arabe, par exemple. On n'a pas en ce Oui, moment, on n'a pas cette ligue les Égyptiens ne regardent que les films égyptiens, les gens du Golfe, les Saoudiens regardent leurs séries saoudiennes ou koweïtiennes ou alors des films égyptiens, mais il n'y a pas les films nord-africains. On ne se connaît pas tellement. Alors que aujourd'hui, si on ouvre une plateforme comme Netflix, on va trouver une série marocaine, une série tunisienne, une série égyptienne, une série saoudienne, syrienne, et on va la regarder avec plus d'intérêt qu'avant, parce que maintenant, il y a cette plateforme, il y a cet outil qu'il n'y avait pas, parce que pour attendre qu'un distributeur égyptien distribue un film tunisien ou marocain en Égypte pour qu'il perde de l'argent, ça ne va pas arriver. Enfin, en tout cas, ça s'est pas arrivé pendant les 20 années mhm. que j'ai passées au Caire, et je ne pense pas que ce soit près d'arriver. Mais aujourd'hui, toutes ces plateformes sont en train d'ouvrir des brèches, et il faut vraiment qu'on profite de ce momentum, comme on dit, parce qu'on a beaucoup d'histoires à raconter. Et Et je ne doute on est pas un peu que perdu. là encore, tu vas arriver à faire bouger les lignes. Euh, J'espère. En tout cas, merci infiniment, Hent, pour cette conversation. Merci à On toi. a hâte de découvrir la série en 2022 sur Netflix. Hâte aussi Moi de te aussi. découvrir dans les prochains films de Marwan Hamed, dans le film de Kawthar Benhania. J'imagine que ce sera aussi courant 2022. J'ai J'imagine, oui. j'- en tout cas très hâte de les découvrir. J'ai envie de finir en te souhaitant un très bon anniversaire avec un peu de retard.